Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Espace de travail, le rendez-vous vidéo et long format que Mediapart consacre à cet univers bouleversé par l'atomisation du salariat, les transformations de l'économie ou les nouvelles techniques de management. Je suis aujourd'hui pour en discuter avec Mathilde Goannec, journaliste sociale à Mediapart. Bonjour. Bonjour. Et nous avons ensemble le plaisir de recevoir Yves Clos. Bonjour également. Bonjour à vous. Vous êtes le titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le travail à cœur, pour en finir avec les risques psychosociaux, c'était publié aux éditions La Découverte, et plus récemment, l'an dernier, en coécrit avec le sociologue Michel Golac, Le travail peut-il devenir supportable? On va revenir sur ces deux ouvrages, mais si vous êtes là, c'est bien sûr pour vos qualités propres, mais aussi, on va l'avouer Yves Clos, parce qu'on avait à peine commencé cette série d'espaces de travail que vous m'avez envoyé un mail que j'aimerais citer, où vous me disiez, je vois que vous commencez une série sur le travail, si jamais vous vouliez aller au-delà de la critique générale, bon, il y avait un peu de critique, et vous rapprocher des transformations réelles possibles, j'accepterais de le faire avec vous. Alors, je vous avoue qu'au début, j'ai trouvé ça un peu audacieux, quoi. Normalement, c'est nous qui choisissons nos invités, mais on s'est dit avec Mathilde que c'est pas souvent que quelqu'un nous appâte avec l'idée de transformation possible, réelle du monde du travail. Donc, vous avez 40 minutes pour relever ce défi, et je laisse Mathilde poser la première question. Donc oui, vous avez un point de vue très iconoclaste sur le sujet des risques psychosociaux, donc des RPS. Qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui vous chiffonne dans la montée de cette thématique dans l'espace public? Bon, iconoclaste, je ne sais pas, mais enfin, au fond, l'idée est assez simple, quoi. Enfin, je pars d'un principe, parce que j'ai un peu d'âge derrière moi déjà, que le vocabulaire est, comment dirais-je, affecté par un glissement lexical. Moi, j'aime bien dire une obsolescence programmée. Ça veut dire que c'est pas fini. Donc, on a eu souffrance, stress, risques psychosociaux, qualité de vie au travail, bien-être, voilà. Burn-out que j'ai sauté une première fois, mais c'est revenu, voilà. Et maintenant, on a même bore-out, c'est-à-dire l'ennui au travail. C'est la dernière livraison, j'allais dire. Bon. Et ça vous agace? Et alors moi, je m'intéresse beaucoup à ce glissement-là, lexical, quoi. Et au fond, mon idée est assez simple et discutable, hein, mais assez simple, c'est que c'est comme un peu dans la vie individuelle, quand le symptôme comme ça se déplace, c'est qu'il y a un déni du conflit derrière. Et je pense que... Enfin, un déni du conflit? Un déni du conflit, oui. De quel conflit? Alors c'est là-dessus qu'il faut bien être précis. Mon idée, c'est qu'il y a un déni du conflit sur les critères de qualité du travail, quoi. C'est-à-dire que, on part un peu du principe, qui n'est pas qu'un principe, qui est aussi un résultat, c'est que dans le travail réel de tous les jours, le point de vue sur ce que c'est que le travail bien fait, la qualité du travail, les évaluations sur cette question-là sont forcément différentes, plus que contrastées. Parfois, elles sont absolument contradictoires. Et en plus, je pense que, comme j'aime bien dire à mes étudiants, c'est pour les siècles des siècles. C'est-à-dire entre qui et qui? Entre ceux qui font le travail en première ligne, et puis ceux qui dirigent, et même ceux qui sont dans les hiérarchies intermédiaires. Moi, je pars du principe que c'est impossible d'être d'accord, d'avoir des points de vue superposables sur ces critères-là. C'est pas possible lorsqu'on dirige sur ce que c'est de bien travailler, qu'être voilà. bien au travail et de faire un bon travail. Travail bien fait. Très bien fait. Voilà. Et ça monte, c'est un conflit de critères qui monte de plus en plus, parce qu'au plus on va vers les services, au plus cette question-là se pose. C'est plus compliqué de définir la qualité du travail quand on est dans les hôpitaux, en gériatrie, que lorsqu'on est dans l'automobile, sur les portures de voiture. Et pourtant, je suis bien placé pour savoir que déjà sur les portures de voiture, il ne peut pas y avoir de superposition de critères. C'est impossible. Donc moi, j'aime bien dire ça comme ça, pour les siècles des siècles. Et chaque fois qu'on a une organisation qui se raconte l'histoire, et c'est une belle naïveté sociale, que ça peut devenir superposable, qu'il peut y avoir un consensus sur ces questions-là, on a une organisation dangereuse. On a même eu des sociétés dangereuses. Dans l'Est du monde, on a pensé qu'à un moment donné, on pouvait s'harmoniser sur un bon critère cette fois, la bonne pratique, la fameuse bonne pratique dont tout le monde parle, sur un bon critère de qualité du travail qui serait à la fois la santé, l'efficacité. Voilà. Je n'y crois pas, et je pense que le fait de dénier ce conflit, non pas comme but, hein, moi je ne suis pas
un adepte du conflit pour le conflit. Mais par contre, du conflit critère sur la qualité du travail, je pense que c'est quelque chose qu'il faut instruire. Mais en quoi Comme c'est pas fait. En quoi le conflit est générateur de solutions pour que tout le monde aille mieux et pour que tout le monde travaille mieux? D'abord, pour le moment, si on prend les choses un peu par ordre, le conflit, il n'est pas générateur de solutions. Dans un premier temps, le conflit, lorsqu'il n'est pas institué, c'est-à-dire lorsqu'il est laissé à lui-même, c'est-à-dire lorsque on se raconte l'histoire que ceux qui sont en première ligne peuvent être en conformité avec les critères de qualité qui sont définis loin d'eux, ou l'inverse d'ailleurs. Lorsqu'on se raconte cette histoire-là, le conflit dont je parle, il fait des ravages, parce que d'une certaine manière, il est soumis au silence sur ce conflit. Ce n'est pas discutable. En même temps, c'est complètement dénié. On voit bien qu'il y a des oppositions hiérarchiques sur voilà, ce qu'est le travail et qu'il y a aujourd'hui une souffrance au travail qui vient de là. Donc je vois complètement la dénégation de ça. Et juste pour revenir quand même sur la question de Mathilde, en quoi, par exemple, les risques psychosociaux ne sont pas une manière de parler de ça? Alors, quand vous dites c'est pour ça qu'il y a souffrance au travail, vous allez très très vite, vous avez de la chance parce que... Non, mais je dis pas seulement, mais là, je vous trouve un peu abstrait. Voilà, j'aimerais bien, par exemple, pourquoi est-ce que les risques psychosociaux, dont là on voit bien ce que c'est, pourquoi vous dites que ça ne peut pas être la grille d'analyse aujourd'hui pour comprendre une partie du travail? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ah bon? Non, on ne sait pas ce que c'est. On a la plainte sur la souffrance au travail, mais par exemple, si je vous dis comment vous définissez la souffrance au travail, vous allez me la définir, ça m'intéresserait de le savoir, mais moi j'ai une définition qui n'est pas la définition classique, quoi. Je vais partir d'une petite citation de Pierre Naville, qui n'est pas abstrait, que j'ai amené avec moi. Il reprend ça de Thomas Veblen, qui est un des sociologues marquants, et Naville aussi. Hein. Il a cette idée-là que je fais mienne. L'homme possède le goût du travail efficace. Vous et moi, vous aussi. Hein. Et déteste les efforts inutiles. Il a le sens des avantages, de la fonctionnalité et de la compétence, ainsi que celui des inconvénients de l'absurdité, du gaspillage et de l'incompétence. Pour moi, la raison de la souffrance au travail, elle est là. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que de considérer que la souffrance au travail, la raison, c'est la pression qu'on exerce sur les sujets. Ce n'est pas la même chose, quoi. Par exemple, considérer qu'au fond, les gens font des maladies, ou même font une maladie en général, du fait de ne pas arriver à faire un travail qui se tient, du fait d'avoir répété tous les jours un travail ni fait ni à faire, sûrement pas le cas de beaucoup de journalistes, ou de commencer quelque chose sans pouvoir aller au bout, de devoir refaire ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire au fond ce travail mal foutu, qui fait qu'au fond on ramène à la maison tout ce qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas pu faire, dans cette fatigue chronique que j'appelle bien fatigue, et pas stress, ou cette fatigue chronique qui fait que au fond on n'arrive pas à faire ce qu'il faudrait faire, quoi. Et au fond, les gens font une maladie de ces empêchements-là. Oui, mais est-ce qu'il faut pour autant dédouaner celui qui va faire la commande de ce travail mal fait? Bien sûr que non, bien sûr. Alors, dédouaner, sûrement pas dédouaner. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous posez le problème comme ça signifie que les gens ne sont pas simplement, comment dirais-je, passifs, quoi. Ils sont dans la situation, j'allais dire, dans une situation empoisonnée, dans une activité entamée. Oui, j'aime bien le mot entamé, parce que ça veut dire qu'il y a une masse d'énergie rentrée, de capacité dérobée d'une certaine manière, quoi. Et au fond, c'est parce que les gens regardent sur l'estomac cet ensemble de possibilités non réalisées qui en font une maladie. Mais ça a un avantage de poser le problème comme ça signifie que pour changer quelque chose, il faut aller à la rencontre de ça. Il ne faut pas simplement diminuer la pression de ceux qui sont au-dessus dans les hiérarchies, pas simplement avoir un management humaniste, qui aurait d'ailleurs la fibre sociale, par exemple. Au contraire, il faut aller chercher du côté de ceux qui font le job en première ligne, et au fond, les rendre comptables de ceux qui sont capables de faire et qu'on les empêche de faire. Je pense qu'il y a une maladie de l'empêchement dans cette société qui est colossale, quoi. Voilà. C'est-à-dire une maladie de l'empêchement. On empêche les gens de faire... On n'arrive pas à faire les choses correctement. On n'arrive pas, on n'arrive plus. Est-ce qu'on a un moment Est-ce qu'on a déjà fait réussi correctement notre travail? Bien sûr, enfin plus ou moins. Mais actuellement, dans beaucoup de milieux, encore une fois, j'espère que
le journalisme n'est pas concerné, hein, dans beaucoup de milieux, très difficile comment dirais-je, de se reconnaître dans ce qu'on fait. C'est très difficile de faire un travail qui soit défendable à ses propres yeux. Alors bien sûr que ce n'est pas indépendant de l'organisation du travail, c'est même au cœur de l'organisation du travail, hein. Mais pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, ce sont les ressorts de l'action. C'est à partir de là qu'on peut construire l'action, c'est-à-dire rendre possible le développement de ses capacités entamées, de ses capacités rentrées, de ce poison que chacun porte en soi, qui est l'impossibilité de travailler correctement, de bien faire son boulot. Bien faire son boulot, c'est devenu quelque chose qui est impossible. Souvent, beaucoup trop souvent. Sur l'expérience que vous menez, par exemple, chez Renault, sur ce type de réflexion, qu'est-ce que concrètement il faut faire chez Renault, dont on connaît quand même le climat social dégradé, pour que les gens aient le sentiment d'être moins empêchés de faire ou de faire mieux? Bon, puisque vous parlez de Renault, c'est un point qui me tient à cœur. On est parti d'une demande d'une direction d'entreprise. Moi, j'aime bien les choses concrètes, c'est ce qui explique que je vous ai fait ce mail. On est parti d'une demande de direction d'entreprise qui nous dit, voilà, pour nous, les indicateurs à la fois de ergonomique, de qualité sont ouverts, et pourtant, on a les syndicats sur le dos, parce qu'eux, ils considèrent que c'est au rouge, à la fois du point de vue de la santé, du point de vue... Voilà. Et donc, on aimerait, souvent les demandes viennent vers nous comme ça, on aimerait que vous arbitriez un peu cette affaire-là, quoi. Qu'on ait un point de vue d'expert qui nous permette de dire c'est comme ça ou c'est comme ça. Et la réponse qu'on a faite, et pour moi ça c'est extrêmement important, c'est de dire si vous voulez de ça, il y a plein de gens sur le marché qui sont capables de faire. Voilà. Par contre, si vous voulez soutenir ce conflit-là entre vous, direction et syndicat, si vous voulez que ce conflit-là, on l'installe, on l'instruise, on le construise, qu'on le comprenne et que vous puissiez travailler ensemble sur cette affaire-là, ensemble, non pas vous en remettre ensemble à un expert qui vous dira telle est la vérité, mais à des experts, parce que moi je ne refuse pas le mot, hein, qui sont capables de vous aider à, comment dirais-je, à construire la vision de la situation, premièrement, et deuxièmement, qui sont capables de vous accompagner dans la confrontation, dans le conflit institué dont vous avez besoin pour... voilà. On a répondu ça, et c'est autour de ça qu'on s'est engagé avec l'entreprise et les syndicats d'ailleurs. Mais ça, effectivement, il y a des expertises, et dans votre livre « Le travail à cœur », voilà, vous avez quelques phrases cinglantes justement sur ces espèces d'audits commandés un peu à la va-vite qui appliquent une recette. En même temps, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup comme ça d'audits sont conduits en sachant qu'il faut faire impliquer le maximum dans le processus toutes les personnes de l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est quoi la différence que vous faites entre la manière dont vous pouvez mener une expertise en disant qu'il faut instituer le conflit, en tout cas instituer un processus contradictoire entre les différents éléments de l'entreprise et les expertises dont vous vous moquez dans le travail à cœur? D'abord, je me moque de personne. Bon, moquer, c'est pas forcément le bon terme. Je Enfin, critique, que vous voilà. critiquez. Parce que dans notre métier aussi, il y a des problèmes de conflit de critères de qualité du travail. Donc il faut les instruire. Donc j'essaie de faire ça, c'est tout. Hein. Je me moque de personne, je sais que c'est suffisamment compliqué. Non, mais mon terme n'était pas le bon. Vous parlez d'un marché quand même. Hein? Vous parlez d'un marché de l'expertise. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais je finis quand même sur Renault pour vous dire la différence. Il faut que j'avance un peu plus, quoi. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on dit à ceux qui nous demandent quelque chose, ben, vous êtes en désaccord sur un point précis, c'est-à-dire au fond, c'est quoi le travail bien fait, y compris sur la qualité des voitures et ainsi de suite. Hein. Pas seulement sur la qualité des postes, la qualité des produits, la qualité de la santé, la qualité du travail collectif, bon, un certain nombre de critères. Vous êtes en désaccord là-dessus. Ce qui est important, c'est que vous puissiez, comment dire, vous trouver en situation de ne pas pouvoir tricher avec le réel et de travailler vraiment entre vous là-dessus. Voilà. Et donc, on a besoin d'aller le plus profond possible dans les situations de travail avec des opérateurs de première ligne pour qu'eux-mêmes fassent, comment dire, l'inventaire de la question pour eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on constate, et qui pour moi est extrêmement important, c'est qu'entre les opérateurs eux-mêmes, dans les conditions sociales où ils sont placés, sur des chaînes de montage, entre les opérateurs eux-mêmes, il y a des conflits de critères sur la qualité du travail. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et même, il y a un plaisir de leur côté
de mettre sur la table des différences dans la manière de travailler, des différences de point de vue dans la manière de travailler, des différences entre eux. Il y a un plaisir de la controverse et du dialogue sur le travail. Et ça, c'est la source d'énergie à partir desquelles on peut construire les choses. Ce que je veux dire, c'est que, au fond, la ligne qu'on essaie de suivre, c'est trouver la source d'énergie dans le dialogue et le conflit autour de c'est quoi faire du bon boulot. Si on ne rétablit pas ça, entre opérateurs, j'entends bien, hein, je ne vous dis pas, là, le conflit social classique, si on ne rétablit pas le plaisir de parler boulot et de se confronter sur le travail entre opérateurs, ce que nous on appelle la controverse professionnelle, si on ne rétablit pas ça, il n'y a pas de solution à la question des risques psychosociaux. Sauf qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est plus comme il y a 30-40 ans. On a des gens avec des statuts différents, des gens qui vont se croiser, un intérimaire, un sous-traitant, un salarié statutaire. Comment recréer du temps de controverse et de dialogue, alors même que l'organisation du travail est de plus en plus éclatée? C'est plus compliqué que ce que vous dites, parce que la situation dont je vous parle chez Renault, c'est 80% d'intérimaires. Et ça fonctionne quand même? Oui, ça fonctionne quand même. Oui, mais après, Renault reste l'image de la grande usine. Ouais. Maintenant, il y a aussi il y a plein de travailleurs individuels, des freelancers, des gens comme ça. Il y a des pans entiers des activités qui sont externalisées. Là, quand on vous entend, on se dit, bon, bah oui, c'est bien, ça peut fonctionner, mais entre à peu près une direction identifiée et des salariés, alors même s'ils n'ont pas des statuts exactement semblables, comme le disait Mathilde, qui travaillent ensemble. Aujourd'hui, je dirais que les produits, notamment les produits de service, ils peuvent être faits d'ailleurs de manière complètement délocalisée dans des pays, et il y a un bout en France, un bout au Maroc. Donc, comment vous organisez ça? D'abord, ne croyez pas que c'est si répandu que ça. C'est-à-dire la situation que je décris, les usines existent encore. Dans les services, on travaille encore beaucoup ensemble. Hein. Alors, ce que vous indiquez comme tendance, elles existent, hein, je ne le nie pas. Mais restez sociologiquement équilibré. C'est encore massif, et dans ce pays, on n'est pas simplement réunis en France en train de faire du télétravail. Hein. Bon. Non, mais dans le service, une plateforme d'appel, par exemple, mais attendez, avec des gens qui ont des fonctions votre, très individualisées. Comment ils font pour se rencontrer? Mais attendez, quand même. Là, vous avez chez Renault 80% d'intérimaires. Vous avez posé la question des statuts. Oui. Et alors, ce qu'on a constaté, et ça c'est une vraie découverte, parce que d'une certaine manière c'est même antisociologique, on a constaté, d'ailleurs, si vous avez rencontré Richard de Thiers, vous avez aussi dû le constater, que chez les saisonniers, chez les intérimaires, alors même que leur statut paraît les tenir à l'écart de toute situation d'implication dans le travail, paradoxalement, avec ces gens qui sont précaires, qui sont comment dirais-je, maltraités dans les situations de travail, on a constaté qu'ils sont particulièrement impliqués à partir du moment où on parle boulot avec eux, quoi. Voilà. Sans doute parce que c'est la seule chose qui leur reste en matière de dignité professionnelle, mais aussi parce que souvent ils sont mis dans des situations les plus dures, et comme ils sont dans des situations très dures, ben évidemment ils sont très très attachés au fait de desserrer les taux des contraintes du travail réel de tous les jours, quoi. Donc c'est très impressionnant de voir que la précarité n'est pas un obstacle à l'engagement dans le dialogue autour du travail bien fait, quoi. Et que même chez ces gens-là, comme on dit, la question du travail bien fait est ce qui reste encore jouable, quoi. Encore mobilisateur. Encore mobilisateur, quoi. Alors ça m'intéresse beaucoup, parce que ça signifie que la précarité n'est pas un obstacle sur cette question-là. Elle est évidemment une catastrophe du point de vue du statut social, de l'emploi, mais en tout cas, la source d'énergie dont je parlais tout à l'heure, elle est impressionnante, comme on peut la trouver à cet endroit-là. Voilà. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que cette question de bien faire son travail est une source d'énergie sociale, dialogique extrêmement importante. Et comment, parce que là moi je ne peux pas m'empêcher d'entendre, je disais tout à l'heure vous étiez titulaire de la chaire de psychologie du travail, c'est-à-dire qu'on vous entend, en gros ce que vous nous dites c'est que pour beaucoup le travail non seulement est un travail empêché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de bon travail, en fait c'est un travail qui perd son sens. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que est-ce que vous êtes sûr que la racine du mal, elle est là? Oui. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il y ait de moins en moins de travail,
que les retours sur investissement demandés par les actionnaires sont de plus en plus grands dans le cadre d'une économie mondialisée et que donc ça fait peser le poids de la productivité sur les salariés. Enfin, est-ce que votre hypothèse, elle est pas un peu déformée par la focale que vous avez choisie? C'est-à-dire que après, je veux bien les processus, la manière dont on l'organise, mais pourquoi est-ce qu'on décide, pour moi, ce qui semble être un peu a priori, que non, ça vient d'un travail qui ne peut pas bien se faire? Enfin, quelles sont les raisons? Mais c'est pas contradictoire. On pourrait même dire que le fait que les actionnaires exigent des retours sur investissement aussi rapides et aussi importants est sans doute l'une des causes majeures du processus que je décris. Parce que d'une certaine manière, faire ça, ça signifie développer le court-termisme, chercher une efficience à très court terme sur le travail, sacrifier la qualité des produits, sacrifier bien sûr la définition des postes de travail, sacrifier l'initiative des salariés. Donc oui, il y a un lien très fort. Ce lien, je ne l'évacue absolument pas. Mais comme mon souci, c'est celui de l'action, je me demande comment attaquer le problème. Alors je peux faire de manière assez classique, comme on le fait dans les risques psychosociaux, organiser la protestation et la parole des intellectuels qui vont critiquer ce monde qui va si mal, quoi. Et je vous avoue que quand j'entends ça, je suis assez à l'aise avec ça, ça ne va pas très bien. Mais ce qui me préoccupe, c'est la stratégie d'action qui est derrière. Comment on agit, quoi. Quel est le ressort à partir duquel peut se reconstruire une volonté collective de transformation. C'est là-dessus que porte le problème. Et de mon point de vue, la seule manière de construire une volonté collective, c'est pas simplement d'expliquer aux salariés que ce qu'on leur fait a comme cause la volonté des actionnaires, parce que d'abord, ils le savent. C'est organiser l'action du point de vue de mon métier, à partir d'un principe, comment dirais-je, de reprise de l'initiative, quoi. Et ma conviction, c'est là-dessus que je suis assez carré, ma conviction, c'est que ça n'est possible aujourd'hui, pas simplement en faisant la leçon aux gens sur le fait qu'il faudrait agir contre, mais en leur redonnant le sentiment qu'on s'intéresse vraiment à ce qui les tient, à ce qui les agite, ce qui les passionne, quoi. Et qui n'est pas simplement une passivité qu'on leur impose, mais une passion rentrée. Et cette passion-là, si on se porte à sa rencontre, on a des possibilités d'agir qui sont colossales. J'arrive même à dire un peu subversives, quoi. Est-ce que ce n'est pas néanmoins aussi une critique sur l'action syndicale qui était censée et qui est censée porter aussi cette conflictualité dans l'entreprise? Alors c'est deux critiques, parce que vous avez parlé des experts et des syndicats. C'est deux critiques, mais c'est des critiques amicales, parce que bon, on fait partie d'un... Vous vous moquez pas? Non, vous avez remarqué, c'est pas mon genre. Voilà, je suis trop soucieux de la situation pour me moquer. Alors c'est une critique de l'expertise d'abord, classique. C'est même plus que ça, c'est parfois une critique de la conception intellectuelle des problèmes du travail. Et c'est même une certaine critique pour aller aussi un peu plus loin d'une certaine gauche. La vieille logique de la gauche compensatrice ou réparatrice. La vieille logique qui consiste au fond à dire que le monde est tel qu'il est, c'est un monde du travail qui abîme les sujets, et il faut obtenir réparation. Il faut obtenir réparation. Par exemple, il faut obtenir que le burn-out soit une maladie professionnelle. Ou bien il faut obtenir que la pénibilité, cette fameuse loi sur la pénibilité qui consiste au fond à dire aux gens, vous pourrez prendre la retraite un peu plus tôt si vous pouvez faire la preuve que vous avez été malade. Que vous êtes cassé. Je schématise, hein. Bon. Ou bien la logique de la reconnaissance des maladies professionnelles. C'est la vieille logique compensatrice de la gauche, quoi, réparatrice. Et ça s'appelle ça la logique des réparations, avec un petit clin d'œil historique. C'est-à-dire, au fond, sur la performance telle que vous la concevez, on n'y peut pas grand-chose. D'ailleurs, la performance, c'est la performance financière. On n'y peut pas grand-chose. Par contre, ça fait des dégâts. Et sur ces dégâts, il faut faire les comptes et vous nous devez quelque chose, quoi. Cette logique de l'expertise, qui est évidemment une logique de marché aussi, pas simplement une logique à la fibre sociale. D'ailleurs, je trouve que sur le marché, beaucoup de monde a la fibre sociale.
Cette logique de la compensation est, à mon avis, une logique en impasse absolue. D'abord parce qu'elle est faible du point de vue de son efficacité, mais en plus elle a un défaut majeur pour moi, si vous suivez le raisonnement, bien c'est qu'elle place les travailleurs, enfin les gens qui sont, j'allais dire, au front tous les jours, sous la coupe de l'expertise médicale et même, parce qu'il ne faut jamais oublier cette affaire-là, hein, des collectifs d'assureurs. Voilà. L'assurance et l'expertise font des experts une sorte de protection, de bouclier pour les travailleurs. Et ben, cette mise en coupe réglée de ceux qui sont directement dans le travail, qui cherchent au fond, malgré tout, à faire les choses correctement, et qu'on décrit comme des victimes de burn-out à qui il faudrait reconnaître des maladies professionnelles, d'une certaine manière, là, il y a une logique de l'expertise qui est, comme je l'ai dit, compensatrice, réparatrice, que je trouve très dangereuse pour l'action du monde du travail lui-même, qui est possible. Et sur les syndicats, on est dans la même Alors, logique. ça a à voir, parce que quand je dis qu'il y a une logique, la vieille logique compensatrice de la gauche, évidemment, Ils sont inclus dans... Vous les incluez dedans, parce qu'on pourrait dire qu'effectivement, les syndicats seraient le lieu de ce que vous appelez l'institution du conflit, avec un débat sur la qualité du travail. Ça pourrait être ce lieu-là. Ça pourrait. Votre conditionnel me va bien, ça pourrait. Seulement, la conception de la conflictualité qui existe encore une fois dans le monde syndical ou même dans une certaine gauche, c'est une conflictualité classique. J'allais dire une conflictualité du rapport social, hein, une conflictualité entre les gens, quoi, entre soit interpersonnel d'ailleurs, soit la conflictualité du rapport social au sens classique du terme. Les statuts, les salaires, les emplois, question absolument capitale, hein, on est bien d'accord, je ne l'évacue pas. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans un monde, et peut-être à cause de ce que vous disiez au départ, hein, y compris le fait que l'entreprise ne peut pas être regardée comme simplement repliée sur elle-même. On rentre dans un monde dans lequel il y a d'autres conflits qui rentrent en lice. Par exemple, la qualité des produits, ce qu'on a dans nos assiettes, les médicaments qu'on mange, la manière dont la nature est traitée, les pesticides qui se répandent. Il y a un problème de qualité des marchandises et des biens, et des services d'ailleurs. On pensez aux opérateurs Internet pour avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Il y a une dégradation telle de la qualité des biens et des services que d'une certaine manière, il y a une conflictualité nouvelle qui porte sur ça. C'est qu'est-ce qu'on mange, comment on se soigne, qu'est-ce qu'on fait avec la nature. Voilà, quelque chose qui est très loin de l'entreprise, qui est en dehors des frontières de l'entreprise. Qui fait retour. Qui met sur la table, j'allais dire, une conflictualité nouvelle, quoi. Alors, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on est arrivé à une époque où il faut enrichir le vieux conflit. Et moi, j'ai rien de... Sans le gommer. Voilà, j'ai rien contre les vieux conflits. Voilà, au contraire. Sauf que je pense que si le vieux conflit tourne en rond, c'est-à-dire s'il n'a pas de nouveaux objets, si on n'enrichit pas, si on ne développe pas, ben c'est un conflit qui est sans issue, quoi. Je pense que ceux qui travaillent, ils sont aujourd'hui comptables de la qualité des produits, des assiettes, ce qu'on a dans les assiettes, les médicaments et ainsi de suite. C'est à eux qu'il faut faire appel pour que ces questions-là soient traitées. Et de ce point de vue-là, le travail, ce n'est pas qu'un problème, c'est aussi la solution. C'est-à-dire le fait que la qualité du travail puisse être portée par ceux qui le font, qu'on s'arc-boute sur ces questions-là et qu'on se fasse couper en quatre sur ces problèmes-là. Si le syndicalisme s'occupe de ça, je pense qu'il a un avenir. Si le syndicalisme considère que ça, ce sont des questions, comment dirais-je, extra-professionnelles, qui appartiennent à d'autres couches sociales ou qui concernent d'autres milieux que le monde du travail lui-même, autrement dit, la transformation des marchandises en biens durables, si cette question-là n'est pas posée dans le monde du travail, alors... Ils vont finir par... Je pense qu'ils vont finir par être un peu subalternes. Et donc, ils sont dans une situation de cette logique réparatrice et compensatrice que j'ai indiquée tout à l'heure. Donc, on a un vrai problème d'installation dans le monde du travail, dans les entreprises, de ce nouveau conflit-là, qui est un conflit... Et oui, du coup, quelle forme ça pourrait prendre? Je ne vous dis pas que moi, je suis le malin qui peut... vous dire complètement. C'est ce que vous aviez dit dans votre mail, hein, c'est ce qu'on avait compris. Vu qu'on est très déçus. Mais si vous me donnez un peu de temps pour que je vous dise comment on fait chez Renault, par exemple, voilà.
chez Renault, on est parti de la manière dont les opérateurs de base sur les chaînes de montage installent, j'imagine que vous avez des voitures, Non, vous savez, on a des journalistes à Paris. On a des vélos, mais on doit pouvoir faire la comparaison. On sait ce qu'est une voiture. On va s'en tirer, je pense. Vous savez bien que sur les voitures, il y a des portières, et entre la portière en fer et la vitre en verre, il y a des lécheurs qui permettent de... Voilà. On part de là, de choses aussi simples que ça. Et puis on constate que dans cette entreprise très moderne, on a des opérateurs qui donnent 500 coups sur le lécheur pour le faire rentrer, parce que la conception de la pièce fait problème, quoi. Et que vous avez des opérateurs, les uns donnent des coups là-dessus, les autres vont jusqu'à chercher du savon dans les toilettes pour arriver à lubrifier cette pièce. Dans une grande entreprise robotisée comme Renault. Hein, on part de là. Et on commence à faire discuter les opérateurs sur cette question-là. Et puis on instruit ce conflit de critères. C'est-à-dire si vous avez, et c'est un vrai problème technique en plus, hein, si vous avez un lécheur trop dur, vous avez une vitre qui tient bien, vous n'avez pas de dégradation du produit, de la durabilité de la voiture, mais par contre, vous avez des gens qui s'abîment les mains, et l'inverse. Donc ces conflits de critères-là, on les instruit d'abord entre opérateurs, et ensuite on les installe au milieu de l'organisation, et on fait descendre l'organisation sur ces problèmes-là, et on fait discuter de ça. On inverse en fait la... Voilà, l'idée c'est pas de faire remonter les problèmes. Si vous voulez, je suis un peu fatigué par l'idée que nous devrions tous faire remonter les problèmes. Sauf que j'ai remarqué que plus les problèmes montent, et quand ils montent, ils se perdent en route. Donc l'idée c'est de contraindre l'organisation à descendre autour de ces petits problèmes, la vie ordinaire, la qualité d'une pièce, la qualité d'un produit. Que tout le monde soit convoqué pour faire le tour de cette question-là. Voilà. Et c'est ça que j'appelle organiser l'action. Et ce que j'ai remarqué, pas tout seul, hein, on a toute une équipe à travailler comme ça, c'est que j'ai remarqué, c'est que lorsque vous instruisez la chose comme ça, vous allez chercher des ressources à tous les niveaux de l'organisation qui sont mobilisées par le fait que c'est relativement insupportable, quoi, que des questions aussi petites que celles-là ne soient pas traitées et qu'elles soient laissées en jachère, refoulées en permanence. Donc, je suis convaincu que revenir sur ces réalités-là, réinstaller le conflit, non pas le conflit social classique, mais le conflit de critères sur cette affaire-là, ça enrichit le conflit social. Et que le conflit social peut bénéficier du développement de ces nouveaux conflits-là, qui portent sur la qualité des produits, des matières, et même de la, comment dirais-je, des marchandises, quoi. Alors penser le travail, le conflit social dans son ensemble, hein, pas seulement à l'intérieur de l'entreprise, même si ça ne veut pas dire abandonner les rapports de domination qui peuvent exister à l'intérieur, c'est aussi penser le non-travail, et notamment le non-travail contraint qu'est le chômage. J'aimerais qu'on revienne en images sur une décision récente prise de généraliser le contrôle des chômeurs. C'est un extrait d'un reportage de LCI. Alors donc je vous reçois ce jour, monsieur, dans le cadre de votre inscription. Aujourd'hui, ce sont les conseillers des agences Pôle emploi qui sont chargés des contrôles. Mais à partir du mois d'août, 200 agents seront répartis partout en France avec une seule mission, s'assurer que tous les chômeurs recherchent activement un nouvel emploi. Ce système de contrôle a été testé dans 3 régions l'année dernière. Résultat, 34% des demandeurs d'emploi affichaient une recherche insuffisante. Alors, qui sera contrôlé ? Tous les demandeurs d'emploi indemnisés, de façon aléatoire ou bien après le signalement d'un conseiller. L'agent pourra inspecter les dernières démarches du chômeur et même organiser un entretien avec lui dans le but de dynamiser sa recherche. La fiche de paie du mois de mars. Mais attention, le demandeur d'emploi peut écoper d'une sanction. Si la recherche est avérée insuffisante, il pourra être radié 15 jours. En cas de récidive, la radiation peut aller jusqu'à 6 mois. Concrètement, cela veut dire que pendant cette période, il ne touchera pas ses allocations chômage. Et en cas de faute répétée, il pourra être radié définitivement. Ces nouveaux contrôleurs viendront compléter le travail des 400 agents chargés de lutter contre la fraude. L'année dernière, ils avaient permis à Pôle emploi de récupérer 100 millions d'euros. Dans un entretien qu'on avait fait ensemble il y a déjà quelques années sur Mediapart, vous parliez des procédures déconnectées du réel proposées par Pôle emploi. Est-ce que cette mesure de généralisation du contrôle des fraudeurs fait partie de ces procédures déconnectées du réel pour vous ? Oui, je pense que l'angoisse sociale dont je parlais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a quelque chose qui échappe du réel, quoi, hein, qui est du côté d'une situation que personne ne contrôle plus vraiment, quoi. Et même Pôle emploi sur le chômage, quoi.
cette angoisse-là, on sait bien, quand on fait un peu de psychologie, cette angoisse-là, elle provoque une tentative de maîtrise des situations par des procédures, quoi. D'ailleurs, partout maintenant, quand le travail devient compliqué, on s'imagine qu'on va pouvoir pasteuriser le réel avec la procédure. Cette pasteurisation-là, c'est le fléau de ce début de siècle, d'ailleurs de la fin de l'autre aussi. Voilà. Cette pasteurisation, je pense que en Pôle emploi, on peut en avoir, j'allais presque dire encore plus que dans les situations de travail habituelles. Parce que alors là, moins on sait faire, plus on met des procédures abstraites, informes et sans goût. Oui, et puis des procédures qui protègent l'organisation du réel, justement. C'est le triomphe de la fonction support par rapport à... Voilà, c'est ça l'idée qu'au fond, au moins, on est capable d'établir, voire de démontrer qu'on fait quelque chose. Puisque, d'une certaine manière, on multiplie les tentatives d'apprivoiser le réel avec de la procédure et de la technique, quoi. Donc cette espèce de fuite en avant, en réalité... Comme d'ailleurs sur le reste, gaspille considérablement la seule énergie valable, c'est-à-dire l'énergie de ceux qui ont envie de travailler, c'est-à-dire les chômeurs. Je fais cette hypothèse-là. Alors, s'il faut discuter de ça, discutons de ça. Si l'idée, c'est que les chômeurs n'ont pas envie de travailler, qu'au fond, ils se satisfont assez de la situation dans laquelle ils se trouvent, quoi. Et qu'au fond, comme ils se satisfont de cette situation-là, il faut les contraindre à chercher du travail. Si c'est ça l'idée, c'est de ça qu'il faut discuter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas discuter de l'engouement de la procédure à Pôle emploi, mais de cette hypothèse de base selon laquelle les chômeurs n'ont pas envie de travailler. Ce que je ne crois absolument pas, parce que justement, pour les mêmes raisons que celles que j'indiquais précédemment, ce qui rend les chômeurs parfois fous, c'est de se sentir superflu dans cette société. C'est-à-dire d'avoir le sentiment qu'au fond... ils sont assistés. C'est extrêmement compliqué de se sentir assisté. Extrêmement compliqué. Alors là, on peut se trouver dans une situation où on est non seulement assisté, mais traqué. Ce qui fait quand même deux statuts particulièrement difficiles à supporter. Mais je continue à penser que de se sentir assisté, c'est-à-dire de se sentir en trop dans une société, c'est une véritable malédiction qui pèse sur des millions de chômeurs, parce que bon, c'est bien que les chiffres sont encore plus importants que ceux que les statistiques le donnent, quoi. Donc, l'idée que, en prenant le problème comme on le prend là, la seule énergie qui est capable de nous faire avancer, à la fois dans le travail et dans la société, c'est-à-dire l'engagement potentiel des gens, cette espèce d'activité entamée, d'activité rentrée, tout ce que les gens ont sur l'estomac comme énergie gaspillée. Comme disent les physiciens, l'énergie est dissipée. Et elle est dissipée aussi chez les chômeurs. Au lieu de prendre le problème comme ça et d'aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire là, on va les chercher là où ils ne sont pas, c'est-à-dire finalement des délinquants. Et ça, je pense que c'est pas bien. Pas moralement. Je pense que même pas la peine de faire des leçons morales là-dessus. C'est pas efficace. C'est-à-dire ça ne marche pas et ça ne marchera pas, sauf pour dire nous avons fait tout ce qu'il faut. Mais du coup, est-ce que aussi cette situation-là du chômage et du chômage de masse qu'on vit actuellement, ça n'a pas un effet sur le travail lui-même? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore parler du travail? Est-ce qu'on peut encore faire bien son travail quand on a la menace du chômage à côté? Est-ce que du coup, ça brise pas un peu dans l'œuf la volonté de faire bien? Bien sûr, c'est un peu comme tout à l'heure. Bien sûr, puisque le chômage, ça fait peur. Et l'idée qu'on peut se retrouver du peu qu'on a ou rien du tout dans laquelle les chômeurs se trouvent, c'est évidemment, ça inhibe considérablement l'initiative, l'intelligence collective et individuelle d'ailleurs, dans le monde du travail, même l'innovation. Donc le chômage, de ce point de vue-là, c'est un vrai poison social, pas seulement pour les chômeurs, mais pour les travailleurs, parce que ça les abîme en leur fort intérieur par anticipation, j'allais dire. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré ça, encore une fois, la seule ressource qui reste, c'est au fond ce qu'on est encore capable de faire, quoi. Ce qu'on a encore par rapport Et je pense que
en prenant le problème, comme j'essayais de le dire précédemment, à partir du travail, ça nous donne une vision, non pas sur le chômage, mais sur les chômeurs, comme personnes, quoi, hein, comme capacité rentrée, comme gaspillage social, gaspillage de ressources, quoi. Ça nous donne une vision qui est beaucoup plus dynamique et donc une capacité d'action contre le chômage beaucoup plus forte. Et encore une fois, moi, ce qui me... Est-ce qu'il y a des pays où ça se passe mieux qu'en France? Pardon ? Est-ce qu'il y a des pays où ça se passe un peu mieux qu'en France, le traitement du chômage, qui ferait plus attention aux chômeurs, justement? Il y a Parce des que pays c'est déjà où il y a moins de chômage. Et je fais remarquer que les pays où il y a moins de chômage sont aussi les pays dans lesquels le travail n'est pas dans la situation où se trouve en France, quoi. Voilà. J'ai pas de comment dirais-je, de naïveté à l'égard de l'Allemagne, mais il y a un rapport entre les deux. C'est-à-dire la possibilité dans le travail de prendre les choses autrement et le taux de chômage. Pour moi, il y a un rapport extrêmement étroit entre le gaspillage d'énergie à l'intérieur du travail qui affaiblit la capacité productive de ce pays, qui le met dans une situation de différentiel, y compris de compétitivité, parce qu'on ne fait pas le pari. On ne fait pas le pari du travail intelligent et informé. On ne fait pas le pari de la création collective dans le travail, qui est la seule performance dans les pays développés, avec lesquels on peut faire la différence avec des pays qui le sont moins. C'est le différentiel est de ce côté-là. On ne fait pas ce pari-là, on fait au contraire le pari à l'intérieur du travail que le coût du travail doit être baissé pour que... Mais souvent, quand j'entends cette idée de coût du travail, je dis, mais le coût du travail gaspillé, est-ce qu'on l'a quantifié? Est-ce qu'on l'a quantifié? Le coût du travail qu'il faut refaire en permanence, ce coût du travail-là, qui est colossal, quoi, qui abîme la capacité d'initiative, eh ben, je pense que c'est le ressort majeur, la source du développement du chômage, quoi. Donc, l'idée qu'il faudrait pressurer davantage à l'intérieur du monde du travail, diminuer les coûts au sens formaliste du terme, pour qu'il y ait moins de chômage, je crois que c'est le contraire qui est en train de se produire. C'est le cercle vicieux d'une décadence de la qualité du travail intelligent et formé, du travail collectif. Le fait qu'on passe soin de ça, qui d'une certaine manière, c'est la pompe aspirante du chômage, quoi. Donc, il faut renverser le processus. Il faut faire le pari de l'intelligence collective, de la coopération conflictuelle. On est dans un pays, on est loin du chômage, c'est pas loin. Hein. On est dans un pays où soit on a le conflit sans la coopération, soit la coopération sans le conflit. Je parle du monde syndical et du monde politique. L'idée qu'il peut y avoir une coopération conflictuelle. Ça ressemble quand même à un oxymore. Hein, ça ressemble quand même à un oxymore, il faut bien dire coopération conflictuelle. Ah ben oui, c'est ça, mais je le fais exprès. Je pense que quand on aura compris que la coopération passe par l'institution du conflit, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le conflit sur la qualité des produits, la qualité des process, la possibilité d'installer la controverse professionnelle là-dessus, et de retrouver finalement le sens du dialogue un peu nerveux sur des choses qui comptent. Ne pas se contenter des consensus factices, de tricher avec le réel, parce que c'est devenu assez classique. Il y a des jeux de rôle sociaux dans lesquels on est complètement embarqué. Remettre du réel là et engager la coopération conflictuelle sur le réel. Je pense que ça fait de l'intelligence, ça fait de la vie aussi, hein, parce que le dialogue un peu tendu sur des choses qu'on n'arrive pas à faire et même qu'on n'arrive pas à dire, qui rassemble autour de quelque chose qui est difficile à penser ou difficile à dire, ça fait de la vie et je pense que c'est une source de rétablissement d'énergie à l'intérieur du travail qui ferait beaucoup de bien aux chômeurs et d'ailleurs beaucoup de bien pour faire reculer le chômage, pas simplement faire du bien aux chômeurs, ce qui est... Donc, pour revenir au livre que vous avez signé l'an dernier avec le sociologue Michel Golac, qui était intitulé « Le travail peut-il devenir supportable ?» La réponse est quand même oui. Oui, oui, bien sûr. C'est la réponse à une condition, c'est que on sort de la logique réparatrice et compensatrice que j'ai indiquée tout à l'heure, et que ceux qui veulent changer le travail, le rendre supportable, s'intéressent à la performance, à la gouvernance, à la coopération conflictuelle
à la direction, à la gestion des entreprises. Il n'y a pas de raison que ceux qui travaillent ne soient pas comptables de ça et qu'ils ne soient pas acteurs là-dedans. Et pas simplement réparer des dégâts d'une performance dans lesquels ils n'ont rien à voir. Merci beaucoup, Yves-Claude, d'être venu à la suite de ce mail nous expliquer comment rendre le travail supportable. Et Mathilde, à bientôt pour un nouvel espace de travail. À bientôt, merci. Merci à vous.